Bienvenue à Nuit criminelle. Ce soir, nous suivons un esprit brillant à travers une histoire effrayante intitulée « Le scandale de la femme du botaniste ». Un jardin tranquille cache un secret choquant. À qui peut-on faire confiance lorsque les apparences sont trompeuses? Dites-nous d'où vous nous rejoignez, puis servez-vous une boisson chaude et le mystère commence. La lumière du soleil matinal se posait sur les toits de chaume de St. Mary Mead, donnant même aux pierres tombales usées du cimetière de Saint-Peter un aspect momentanément bienveillant. Le village avait commencé une nouvelle journée à son rythme habituel et bien réglé. Le sifflet du facteur, le cliquetis des bouteilles de lait et la voix de Madame Price Ridley, appelant son chat avec une autorité inutile. Pourtant, sous ce bourdonnement domestique, il y avait une légère hésitation, comme une horloge qui aurait failli manquer son tic-tac. Au coin de la ruelle, Mademoiselle Marple s'arrêta devant son portail, sécateur à la main. Elle était en train de tailler les fleurs fanées de ses rosiers lorsqu'elle remarqua quelque chose d'inhabituel. La serre du botaniste, 2 jardins plus loin, était ouverte. Sa porte était rarement laissée entr'ouverte. Madame Linton, la femme du botaniste, était normalement précise au point d'en être pointilleuse. Un courant d'air, peut-être, ou une distraction. La distraction prit bientôt la forme de Madame Bantry, qui descendait la ruelle d'un pas vif, coiffée d'un large chapeau de paille et affichant une humeur joyeusement importante. « Ma chère Jane », annonça-t-elle à bout de souffle, « vous ne devinerez jamais. Madame Linton est partie appeler la police. » Mademoiselle Marple, qui ne devinait jamais quand elle savait déjà qu'elle allait bientôt le faire, se contenta d'incliner la tête. « Pensez-vous que quelque chose a été volé? » « Pas volé, détruit. » Toute la collection d'orchidées de son mari, brisée et piétinée. Apparemment pendant la nuit. Tout le monde est bouleversé à The Laurels. Le regard de Mademoiselle Marple se posa sur un pétale tombé de son rosier, dont la douce descente semblait étrangement définitive. « Quel dommage !» murmura-t-elle. La fierté d'un homme pour ses orchidées peut être une chose très délicate. À 11 heures, la nouvelle s'était répandue dans toutes les cuisines du village. Chez le boucher, les spéculations fleurissaient comme du lierre. Certains parlaient de vandalisme, d'autres de jalousie. Mademoiselle Hartnell déclara que ce devait être le jeune Tommy Briggs, qui avait été renvoyé du service des Linton la semaine dernière. Madame Price Ridley, plus sinistre, laissa entendre que toute cette affaire avait quelque chose à voir avec Madame Linton elle-même, une femme trop raffinée pour son propre bien, comme elle la qualifiait. Mademoiselle Marple écoutait, comme elle le faisait souvent, en donnant l'impression de ne pas le faire. Les mains posées sur son panier à provisions, le regard doux, elle remarqua des détails, comme le fait que Madame Price Ridley évitait le regard de la femme du vicaire lorsqu'elle parlait, et que l'excitation de Madame Bantry s'estompait chaque fois que le sujet du mariage des Linton était abordé. Elle remarqua également que personne ne semblait s'interroger sur la question la plus évidente. Pourquoi Madame Linton se trouvait-elle dans la serre si tôt, avant même que le lait ne soit livré? Dans l'après-midi, des agents en uniforme firent leur apparition, un spectacle rare à St. Mary Mead, et les commérages discrets se transformèrent en fascination. De sa fenêtre, Mademoiselle Marple pouvait voir le jardinier des Linton, guidant un officier à travers l'allée de roses, pointant d'un geste hésitant les vitres brisées. L'air lui-même semblait fragile, chargé de non-dits. L'heure du thé venait de passer lorsque Mademoiselle Marple posa sa tasse et se dit « C'est dommage pour ces orchidées. Après tout, ce sont des plantes si sensibles qu'elles ne supportent pas la tromperie. » Dehors, un rouge-gorge s'envola brusquement de la haie. Quelque part, au-delà de l'allée, la voix d'une femme se brisa en un sanglot. L'horloge du clocher de l'église sonna 4 heures. Mais le son vacilla comme si l'air lui-même retenait son souffle.
L'air était encore empreint de cet étrange silence attentif lorsque mademoiselle Marple franchit le portail de son jardin, ses gants soigneusement pliés dans une main. Le rouge-gorge avait disparu depuis longtemps, mais son absence semblait faire partie du silence qui régnait dans l'allée. De la direction de The Laurels vint le bruit sourd d'une porte qui se refermait et une voix masculine, sèche, officielle. La police était toujours là. Alors qu'elle arrivait au coin, elle vit l'inspecteur Crail sortir du chemin de la serre, son chapeau incliné vers l'arrière et son carnet fermé, avec ce petit air d'irritation que les policiers arborent souvent lorsque les faits s'avèrent récalcitrants. Derrière lui suivait Madame Linton, pâle et rigide dans son cardigan gris tourterelle. Elle semblait moins bouleversée qu'offensée, telle une femme dont la perfection domestique avait été personnellement bafouée. C'était tout à fait délibéré, disait Madame Linton. Toutes les plantes, tous les spécimens d'Edmond avaient été détruits. Ce n'était même pas un vol, inspecteur. Juste de la malveillance. Crail acquiesça prudemment, comme un homme qui a appris à laisser les autres remplir le silence. « Vous n'avez rien entendu pendant la nuit ?»« Rien du tout, » répondit-elle rapidement. « J'ai le sommeil très léger. Edmond était parti donner une conférence à Londres. Je me suis enfermé. Tout était sécurisé. La voix douce de mademoiselle Marple flottait par-dessus la haie. On néglige parfois le plus petit loquet quand on est fatigué. Je trouve que cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. » L'inspecteur se retourna, mi-exaspéré, mi-respectueux. « Ah, mademoiselle Marple, vous avez entendu, je suppose. Seulement l'écho. Inspecteur, dit-elle doucement. Bien que les échos à St. Mary Mead ressemblent souvent remarquablement à l'événement original. » Madame Linton esquissa un sourire pâle. « Je ne m'attendais pas à un acte criminel parmi nos voisins, mademoiselle Marple. »« Non, en effet, dit mademoiselle Marple. Mais les jardins tentent les esprits malicieux. J'ai connu un garçon qui avait mis du sel dans le parterre de fleurs de sa sœur parce qu'elle avait été félicitée pour ses pétunias. » Cela provoqua un rire distrait, et les épaules de Madame Linton se détendirent légèrement. Pourtant, mademoiselle Marple remarqua la façon dont ses doigts tordaient son alliance, non pas nerveusement, mais avec culpabilité, comme si ce geste cachait une confession intime. En fin d'après-midi, le village avait classé ses opinions en catégories bien ordonnées. Tommy Briggs, le jardinier licencié, était le coupable préféré. Madame Bantry trouvait cela évident, même si la femme du vicaire y voyait une leçon de morale sur la tempérance. Mais pour mademoiselle Marple, dont l'esprit collectionnait les schémas comme d'autres collectionnaient les ragots, quelque chose dans cette histoire refusait de s'inscrire dans le cadre. Elle fit à nouveau sa promenade de l'après-midi devant The Laurels. Le portail était resté ouvert à l'intérieur, la serre se dressait comme une créature blessée. À travers le verre brisé, elle pouvait voir un policier se pencher pour ramasser des fragments de peau en argile. Près du seuil, parmi la terre humide, gisait un petit objet brillant. Une épingle à cheveux de femme, ornée d'une perle verte. « Ce n'est pas le genre d'ornement que l'on trouve chez un jardinier, » murmura mademoiselle Marple. Elle s'éloigna avant que quelqu'un ne remarque son intérêt. Au dîner avec madame Bantry, la conversation revint inévitablement sur les Linton. « On dit qu'Edmond revient ce soir, » dit madame Bantry en baissant la voix. « Je n'aimerais pas être dans cette maison quand il arrivera. Un homme si fier de ses orchidées et de sa réputation. »« Oui, » dit mademoiselle Marple en remuant son thé. « La fierté est un peu comme une plante de serre. Elle s'épanouit mieux en privé et se flétrit rapidement lorsqu'elle est exposée au courant d'air. » Madame Bantry gloussa. « Vous voulez dire les ragots ? Je veux dire la vérité, » dit doucement mademoiselle Marple. Dehors, la première brume rampait le long des haies. Quelque part au-delà du presbytère, un chien aboya une fois, brusquement, puis se tut. Mademoiselle Marple se leva et se dirigea vers la fenêtre.
De cette distance, elle ne pouvait voir qu'une faible lueur provenant de la serre des laurels, la lumière de la lampe clignotant de manière irrégulière, alors que quelqu'un bougeait à l'intérieur. Sa voix, lorsqu'elle parla, était à peine plus forte qu'un murmure. Quelqu'un n'arrive pas à quitter les lieux. Dans le verre tremblotant de la vitre, son reflet la regardait petite, calme et infiniment patiente, comme si elle attendait que le village lui-même avoue. La silhouette qui bougeait à l'intérieur de la serre projetait une ombre incertaine, s'allongeant et se raccourcissant comme si elle était alourdie par l'hésitation. Miss Marple, depuis sa fenêtre, observait le scintillement dans un calme absolu. Il n'était pas tard, mais il régnait ce silence particulier qui s'installe lorsque les bruits du village se sont tus avant les habitants. Un léger cliquetis rompit le calme du verre contre le verre, puis la lueur disparut complètement. Au matin, l'histoire avait mûri. La cuisinière de Madame Bantry, qui avait un cousin près des Laurels, rapporta qu'Edmund Linton était rentré peu après minuit et avait trouvé sa femme évanouie dans le salon. Il semblait que la lampe de la serre était à nouveau allumée à son arrivée, bien que Madame Linton jurât l'avoir laissée éteinte. Une affaire délicate, selon le médecin. Des nerfs féminins à vif, selon Madame Price Ridley, qui se réjouissait de diagnostiquer à la fois la maladie et le mobile. Mademoiselle Marple, qui avait déjà fait sa promenade matinale jusqu'à l'épicerie, écoutait ces rapports comme s'il s'agissait d'un hymne légèrement discordant. De temps en temps, elle murmurait « Mon Dieu !» et « C'est extraordinaire !» Mais son regard se tournait souvent vers l'allée qui menait à Laurels. Les apparences, réfléchissait-elle, étaient moites comme du verre, claires jusqu'à ce qu'on souffle dessus. Il était presque midi lorsqu'elle se retrouva à nouveau devant le portail des Linton. La voiture de l'inspecteur Crail était garée près de la haie, et de l'intérieur de la maison provenait le son étouffé d'une voix masculine qui s'élevait avec colère. Elle hésita un instant avant de s'engager dans l'allée. La femme de chambre, les yeux rougis et agités, la fit entrer presque avec gratitude. « Oh, mademoiselle Marple, monsieur est d'une humeur épouvantable. L'inspecteur est ici depuis le petit déjeuner. » L'arrivée de mademoiselle Marple coïncida avec une explosion de colère d'Edmund Linton lui-même. Grand, mince, le visage marqué par le manque de sommeil. « Vous voulez donc suggérer, disait-il, que ma femme a quelque chose à voir avec cet outrage. » Le ton de Crail était patient, mais sec. « Je ne suggère rien, monsieur. Seulement qu'elle en sait peut-être plus sur qui aurait pu avoir accès à la maison. » Madame Linton était assise, calme, près de la cheminée, le teint trop éclatant. « Je vous l'ai dit, dit-elle, les domestiques ont été renvoyés la semaine dernière. Nous n'avons eu aucune visite. Je me suis enfermée. »« Sauf, dit Crail, la porte arrière de la serre. Elle semble avoir été déverrouillée. » Un silence, aussi tranchant que du verre brisé, envahit la pièce. Le regard d'Edmund se posa sur sa femme, et pendant un instant, quelque chose de laid se manifesta derrière sa courtoisie. Puis il leva les yeux et remarqua mademoiselle Marple dans l'embrasure de la porte. « Ah, la conscience de notre village. Vous venez inspecter les dégâts, mademoiselle Marple. » Elle sourit faiblement. « Pas les dégâts, monsieur Linton. Seulement les personnes qui restent pour les nettoyer. » Cela le désarma plus efficacement que le reproche. Il lui indiqua une chaise. « Si vous venez nous offrir votre sympathie, vous êtes trop gentille. » Mais la sympathie ne reconstruira pas une serre, ni apaiser une conscience, murmura mademoiselle Marple en prenant place. Crail ferma son carnet. « Vous pourriez peut-être nous aider, mademoiselle Marple. Vous voyez tout le monde, vous entendez tout. Les gens parlent, admit-elle. Mais la vérité, comme le pollen, voyage rarement en ligne droite. Elle se colle à toutes sortes d'ailes, improbables. » La tasse de thé de madame Linton cliqueta faiblement dans sa soucoupe. « Vous voulez dire que les ragots peuvent être dangereux. »
Oh, fatalement, dit mademoiselle Marple. Surtout lorsqu'il s'agit de fierté et d'affection. Elles survivent rarement à l'examen. Edmund eut un petit rire sec. En effet, ma femme peut confirmer que ma fierté a été quelque peu bafouée. Edmund, murmura-t-elle. Je t'en prie. L'inspecteur se leva, sentant que la situation s'envenimait. Ça suffira pour l'instant. Je vous tiendrai au courant, monsieur. Il fit un signe de tête à mademoiselle Marple en passant, la gratitude vacillant sous la fatigue. Une fois seule, mademoiselle Marple regarda la cheminée où se trouvait une petite photo de madame Linton plus jeune, souriant à côté d'un homme qui n'était pas Edmund. L'inscription dans le coin avait été découpée. Elle dit doucement « De si belles orchidées, paraît-il. En cultivez-vous vous-même, madame Linton ?» La réponse de la femme fut trop rapide. « Non, je ne les supporte pas. » Edmund se retourna brusquement. « C'est nouveau. Vous ne l'avez jamais dit auparavant. » Elle ouvrit les lèvres, puis les referma. « J'ai dit que je ne pouvais pas les garder en vie. » Le silence qui suivit sembla rendre l'air irrespirable. Mademoiselle Marple se leva avec l'expression douce de quelqu'un qui s'excuse de s'être ennuyé pendant un sermon. « Je vous laisse déjeuner. »« Merci, monsieur Linton, de m'avoir permis de voir votre serre. Une telle destruction révèle souvent ce que la culture cache. » Alors qu'elle sortait, le vent lui apporta un léger parfum de terre humide et quelque chose de plus sucré, peut-être des pétales écrasés ou du parfum. Dans le gravier à ses pieds brillait une autre perle, identique à celle qu'elle avait remarquée la veille, captant le soleil comme un petit œil coupable. Elle la glissa délicatement dans son mouchoir. La ruelle au-delà scintillait de l'agitation tranquille du village, des bruits de la vie qui continuaient comme si de rien n'était. Mais derrière elle, à travers la fenêtre entr'ouverte, venait la voix de madame Linton, non pas en pleurs, mais en train de rire, d'un rire faible et fragile. Mademoiselle Marple s'arrêta. Dans son esprit, les deux perles vertes s'emboîtèrent comme un fermoir. Certains secrets, pensa-t-elle, ne sont pas maintenus par des mensonges, mais par l'habitude. Le rire cristallin résonnait encore faiblement dans les oreilles de mademoiselle Marple, alors qu'elle descendait la ruelle, le mouchoir soigneusement plié dans la paume de sa main. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les haies, en fil pâle, et elle se dit qu'il était curieux que même du verre brisé puisse paraître inoffensif au soleil. Derrière elle, The Laurels était immobile, d'un calme qui suit une querelle trop contenue pour prendre fin. Au coin de la rue, elle rencontra Léonard Clément, le vicaire, qui marchait vers elle avec une inquiétude pastorale, inscrite sur son visage. « Ah, mademoiselle Marple, vous avez été témoin de cette terrible affaire chez les Linton, terrible. Madame Clément insiste sur le fait que ce sont les nerfs et l'envie. Je pense plutôt que c'est le malheur. »« Tout à fait, » dit mademoiselle Marple, bien que le malheur, comme le lierre, ait tendance à trouver le mur le plus faible. Le vicaire cligna des yeux, ne sachant pas si elle parlait de maçonnerie ou de moralité. Je crains qu'Edmund Linton n'ait toujours semblé excessivement fier de son travail. Et sa femme était plutôt éclipsée. Peut-être, répondit gentiment mademoiselle Marple, n'est-ce pas l'ombre qui dérange, mais le froid. Cet après-midi-là, le village reprit ses habitudes, même si les conversations avaient maintenant pris une nouvelle tournure. À l'épicerie, les discussions sur le tempérament de Tommy Briggs se mêlaient aux spéculations sur une dispute entendue quelques semaines auparavant entre madame Linton et son mari. À la poste, mademoiselle Hartnell déclara solennellement que les orchidées étaient des fleurs malsaines, le genre de fleurs qui se nourrissent d'air et causent des problèmes. Mademoiselle Marple écouta, achetant ses timbres avec un intérêt poli, tandis que son esprit classait chaque remarque comme les pièces d'un puzzle auquel il manquait un coin. Plus tard, elle s'arrêta au presbytère pour prendre le thé où madame Clément l'accueillit avec le triomphe de celle qui possède déjà la bonne interprétation morale. « C'est évident, Jane.
Edmund Linton a négligé sa femme, et elle s'est vengée sur ce qu'il aimait le plus. Elle le regrettera, bien sûr, mais voilà, l'orgueil, la vanité et les orchidées, la séquence habituelle. Mademoiselle Marple sourit. Une théorie bien ordonnée, ma chère, mais peut-être un peu trop symétrique. La vie s'organise rarement de manière aussi obligeante. Ils furent interrompus par le son de la sonnette. C'était l'inspecteur Crail, chapeau à la main, d'un ton brusque mais pas désagréable. « Mademoiselle Marple, dit-il, si vous avez le temps, je vous serai reconnaissant de m'accompagner. » Nous avons eu un développement. Une demi-heure plus tard, ils se retrouvèrent dans la serre, désormais étrangement et délibérément rangée. Les pots cassés avaient été nettoyés, l'air était imprégné d'une légère odeur de désinfectant. Crail désigna un banc près du fond. « J'ai trouvé ça sous la terre, ce matin. Un morceau de foulard en soie verte. Il correspond à un morceau trouvé sur la charnière de la porte. Madame Linton jure qu'elle n'en a jamais possédé. » Les yeux de mademoiselle Marple suivirent le doigt de l'inspecteur. Le morceau brillait faiblement, de la couleur même de l'envie. « C'est si curieux, dit-elle doucement. Encore du vert. Pardon ? Simplement que certaines nuances se répètent lorsque la culpabilité tente de se cacher. Elle s'habille de la même couleur et pense que personne ne le remarquera. » Crail fronça les sourcils, mais rangea son carnet. « Vous avez le don de voir des schémas là où les autres ne voient que des coïncidences. »« Je suppose que cela vient du tricot, » répondit-elle avec un humour léger. Alors qu'ils quittèrent la serre, une petite silhouette se précipita sur le chemin. Tommy Briggs, le jardinier renvoyé, sa casquette serrée dans ses deux mains. « Inspecteur, vous devez m'écouter, je n'ai rien fait. Je n'aurais jamais fait de mal aux orchidées du maître. Pas moi. Mais j'ai vu quelqu'un près de la porte cette nuit-là. » Le regard de Crail s'aiguisa. « Qui ?» Tommy hésita. « Je ne voyais pas bien. Juste un manteau de couleur claire. J'ai pensé que c'était peut-être Madame Linton, mais elle a dit qu'elle était couchée. » Le regard de mademoiselle Marple se posa sur le visage du garçon. Il avait peur, mais pas de l'inspecteur. « Et vous êtes sûre que vous n'avez pas rêvé ?»« Non, mademoiselle, je passais par là pour aller chercher mon chien. J'ai entendu une porte grincer. Puis une lumière s'est éteinte soudainement. J'ai couru. » Crail acquiesça. « Vous ferez une déposition au poste et évitez de faire des bêtises. » Une fois le garçon parti, mademoiselle Marple dit doucement « C'est plutôt touchant, inspecteur. Les innocents voient souvent la vérité comme un danger, tandis que les coupables trouvent commode de paraître courageux. Que voulez-vous dire ? Simplement que le courage, comme l'amour, peut être très trompeur si l'on ne sait pas ce qui le nourrit. » Crail soupira. « Vous parlez toujours par énigme, mademoiselle Marple. » Elle regarda vers le chemin, où des empreintes de chaussures de femme, plus petites que celles de madame Linton, marquaient encore la terre meuble. « Oh, ce ne sont pas des énigmes, inspecteur, simplement des observations. » Le soir venu, mademoiselle Marple était de retour dans son salon, ses aiguilles à tricoter scintillant faiblement à la lumière de la lampe. Dehors, le crépuscule s'abattait sur St. Mary Mead, comme un châle que l'on referme. Du presbytère lui parvenait le son d'un piano, hésitant sur un hymne. Quelque part, une porte se ferma, et le silence s'approfondit dans la réflexion. Sur sa table reposait le mouchoir contenant les 2 perles vertes. Elle le déplia soigneusement, les alignant côte à côte. Identiques, mais l'une légèrement ternie par la saleté. Elle les regarda longuement, les doigts posés sur le lin. Puis elle sourit, non pas avec triomphe, mais avec reconnaissance. « Pâche-Pâque, apparence, » murmura-t-elle, s'habilla toujours de la même manière. C'est la vérité qui ne correspond pas tout à fait à son pendant. La faible lueur des perles persistait dans l'esprit de mademoiselle Marple lorsqu'elle se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre. La nuit s'était intensifiée et le piano du vicaire s'était tu.
ne laissant que le murmure du vent dans les haies. Elle ferma le rideau avec un soin délibéré, comme pour éloigner une pensée qui n'était pas encore mûre pour la lumière du jour. Demain, décida-t-elle, elle rendrait à nouveau visite à Madame Linton, non pas en tant que détective, mais en tant que femme qui comprenait les faiblesses de l'orgueil. Le matin apporta une bruine qui brouilla les contours du village, adoucissant les lignes des toits et atténuant les couleurs. Mademoiselle Marple, armée de son parapluie et de la patience de celle qui sait que le temps révèle ce que les mots cachent, se dirigea vers The Laurels. L'air sentait la terre humide et quelque chose de légèrement sucré, le parfum qu'elle avait déjà senti auparavant. La femme de chambre des Linton la fit entrer sans surprise. « Madame est dans le salon, mademoiselle. Elle n'a pas mangé. » Madame Linton était assise près du feu, une silhouette d'une propreté impeccable, seulement gâchée par la tension de ses mains. « Vous devez trouver très étrange que je reçoive des visiteurs, » dit-elle, « mais je ne supporte pas les commérages du village. Ils me font passer pour un monstre. »« Oh, voyons, » dit mademoiselle Marple en s'asseyant avec élégance. « Les villageois ne pensent pas tant qu'ils embellissent la vérité, comme une couronne principalement composée de feuillage, avec très peu de fleurs. » Cela lui arracha un bref sourire involontaire. « Vous êtes gentille de venir, mademoiselle Marple. Tout le monde garde ses distances, même Edmund. Il n'a presque pas parlé ce matin. Il me reproche, bien sûr. » « Vraiment ?» Le ton de mademoiselle Marple était doux. « Je me demande s'il vous blâme, vous, ou la partie de lui-même qui se reflète dans votre silence. » Madame Linton leva brusquement les yeux, mais mademoiselle Marple était déjà en train de lisser ses gants, apparemment perdue dans ses pensées. « Dites-moi, » dit-elle, « aimiez-vous les orchidées ?»« Je les détestais, » répondit-elle instantanément. « Elles sont parasites, se nourrissent de la pourriture, feignent la délicatesse tout en étranglant l'arbre qui les soutient. »« Ah !» murmura mademoiselle Marple. « Quelle chance qu'elle ne puisse entendre de tels jugements moraux, sinon elle risquerait de se faner de honte. » Madame Linton eut un rire sec, puis pressa un mouchoir contre ses lèvres. « Vous pensez que je suis hystérique ? Pas du tout. Je pense que vous êtes fatigué de faire semblant d'être raisonnable. » Le feu crépitait doucement entre elles. À travers la fenêtre striée de bruine, le toit de la serre brillait faiblement. Une petite silhouette s'y déplaçait, Edmund Linton lui-même, arpentant le sol sous la verrière, les mains jointes derrière le dos dans un calme rigide. Mademoiselle Marple se leva. « Cela vous dérangerait-il beaucoup si je jetais un œil à vos pauvres orchidées ? Il me semble cruel de les laisser ainsi abandonnées. » Madame Linton hésita, puis acquiesça. « Vous ne trouverez rien, je vous le promets. Seulement la ruine. » Dans la serre, la ruine avait pris une forme mélancolique et ordonnée. Le nettoyage effectué par les policiers avait laissé les bancs vides, à l'exception de quelques plantes survivantes poussées sur un côté. Edmund se tenait devant elle, le visage impassible. « C'est ma femme qui vous envoie, je suppose ?» dit-il sans se retourner. « Vous pouvez lui dire que je suis tout à fait calme. Je ne dis jamais aux gens ce qu'ils savent déjà, » répondit doucement mademoiselle Marple. « Ce dont ils ont besoin, c'est de conversation, pas de confirmation. » Il la regarda attentivement. « Vous imaginez que je ne vois pas ce qui se dit? Que je l'ai poussé à faire cela? Que j'aimais mes orchidées plus que mon mariage? »« J'imagine, » répondit-elle, « qu'aimer sa propre création, qu'il s'agisse d'une plante ou d'une personne, peut rendre aveugle à ses besoins. » Pour la première fois, son visage s'adoucit et elle y vit quelque chose qui ressemblait à du désespoir. Elle venait ici le soir, avant que je ne le lui interdise. Elle disait que les lampes donnaient aux fleurs l'apparence de fantômes. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur le coin le plus éloigné. Là, parmi des fragments de terre, quelque chose de pâle dépassait. Un morceau de papier, plié et scellé par l'humidité. Elle se baissa et le ramassa, enlevant la poussière.
C'était le bord d'une enveloppe, déchirée d'un côté, adressée d'une écriture féminine soignée. Dr. F. S. Anselm, département de botanique, Cambridge. L'expression d'Edmund changea. Bon sang, c'est l'homme qu'elle connaissait avant notre mariage. « Je vois », dit Miss Marple en glissant le papier dans sa main gantée. Les vieilles correspondances peuvent être un peu comme des graines. Elles restent en sommeil jusqu'à ce qu'on les dérange. Il ne dit rien, mais serra les mâchoires. Du chemin extérieur parvint le bruit de pas, suivi de la voix de l'inspecteur Crail. « Je vous ai trouvés tous les deux. Il y a eu un autre incident. Votre femme de chambre, Madame Linton, prétend que quelqu'un s'est introduit dans la cuisine. » Mademoiselle Marple haussa les sourcils. « Effraction ? Une fenêtre ainsi a été forcée, des tiroirs ont été ouverts. Rien n'a été volé, mais tout a été fouillé. » Crail regarda tour à tour Edmund et Mademoiselle Marple. On dirait que notre vandale n'en avait pas fini. Edmund jura entre ses dents. C'est de la folie. Mademoiselle Marple regarda à nouveau l'enveloppe déchirée qu'elle tenait dans sa main. La folie, dit-elle doucement, agit rarement seule. Elle a souvent besoin d'un public. Crail fronça les sourcils. Que voulez-vous dire ? Simplement que quelqu'un joue un rôle, inspecteur. La difficulté sera de savoir quel rôle est réel. Dehors, la bruine se transforma en pluie, frappant le toit de verre d'un rythme délicat et persistant. Les orchidées semblaient frissonner dans leur peau, leurs fleurs pâles tremblant comme des oreilles attentives. Mademoiselle Marple se tourna vers la porte, le regard pensif, comme si elle entendait une note que les autres n'entendaient pas. Une note, elle le savait, qui était à la fois un avertissement et une confession. Le délicat martèlement de la pluie les suivit jusqu'à la maison, chaque goutte rappelant faiblement que le temps, même à St. Mary Mead, ne s'arrêtait pas pour le chagrin. Mademoiselle Marple laissa l'inspecteur et Edmund Linton marcher devant elle, leurs silhouettes floues dans l'air humide comme des fantômes, négociant la responsabilité. Elle s'attarda un instant sous l'avant-toit de la serre, regardant l'eau ruisseler le long d'une vitre brisée et s'accumuler autour d'un bouquet de pétales abîmés. Il semblait étrangement humain, comme s'il rougissait de honte plutôt que du temps. À l'intérieur, la cuisine était en désordre. Les tiroirs étaient grands ouverts, des torchons et du produit pour nettoyer l'argenterie jonchèrent le sol. La femme de chambre, Annie, se tenait près de la cheminée, tremblante, son tablier tordu entre ses doigts nerveux. « Je vous jure, mademoiselle, je ne suis sorti qu'une minute pour aller chercher du charbon et quand je suis revenu, la fenêtre était ouverte. » L'inspecteur Crail s'accroupit pour examiner le loquet. Forcé de l'extérieur, mais aucune empreinte sur le rebord. Celui qui a fait ça savait comment ne laisser aucune trace. Les yeux de mademoiselle Marple parcoururent tranquillement la scène. Une légère trace d'humidité menait de la fenêtre à la table où le courrier avait été déposé, les enveloppes désormais éparpillées, l'une d'elles à moitié ouverte et maculée de pluie. Elle la ramassa délicatement. « Une facture, » murmura-t-elle, « pour des fournitures florales. » Bien que l'écriture sur la note à l'intérieur soit curieuse, ferme, plutôt masculine. Edmund la lui arracha des mains. « Une facture, rien de plus. » Crail haussa les sourcils. « Vous semblez nerveux, monsieur Linton. Ne le seriez-vous pas, inspecteur, si votre maison était devenue un spectacle public ?» Mademoiselle Marple croisa les mains. « La peur peut rendre les hommes honnêtes défensifs, monsieur Linton, tout comme la culpabilité peut les rendre calmes. » Son regard s'adoucit à ces mots, et il se détourna sans répondre. Crail se leva en époussetant ses genoux. Aucun signe de vol, du moins. Étrange affaire, une deuxième intrusion, mais rien n'a été volé. Peut-être, dit mademoiselle Marple, parce que l'intrus n'est pas venu pour voler, mais pour voir. On oublie que la curiosité est souvent plus dangereuse que la cupidité. L'inspecteur lui jeta un regard en coin.
Et qui pourrait être assez curieux pour prendre ce risque? Oh, dit-elle d'un ton léger. N'importe qui aurait peur de ce que la vérité pourrait révéler à la lumière du jour. Madame Linton apparut alors, pâle mais calme, un châle sur les épaules. « J'ai entendu des cris, » dit-elle. « Que se passe-t-il » Son mari se retourna brusquement. « Quelqu'un est entré dans la cuisine. Votre femme de chambre prétend n'avoir rien vu. Elle ne voit jamais rien, » répondit froidement Madame Linton. « Elle est à moitié aveugle à cause de ses nerfs. » Les yeux de Mademoiselle Marple s'attardèrent sur elle. Les nerfs ont tendance à révéler ce que les gens préfèrent cacher. C'est comme la vapeur qui s'échappe d'une bouilloire. On peut juger de la chaleur qui se cache dessous en fonction de l'intensité de ses tremblements. La femme soutint son regard avec un calme forcé. « Si vous insinuez… »« Rien du tout, ma chère, » dit Miss Marple d'un ton apaisant, comme une berceuse. Simplement qu'il est difficile pour quiconque de se sentir en sécurité dans une maison qui a perdu sa tranquillité. L'inspecteur Crail commença à prendre des notes. « Nous posterons un homme ici cette nuit. Si notre visiteur revient, nous l'aurons. » Edmond ricana. « Si ce n'est pas une fantaisie villageoise, exagérée. »« Les fantaisies cassent rarement les vitres, » dit Crail sèchement. Mademoiselle Marple se tourna vers la femme de chambre. « Annie, quand vous êtes allée chercher du charbon, avez-vous emprunté le chemin latéral ou le portail du jardin ?»« Par le jardin, mademoiselle. C'est plus rapide. » En effet, et la serre était-elle éclairée à ce moment-là? Annie fronça les sourcils, réfléchissant. « Maintenant que vous le dites, oui. J'ai cru voir une lueur vacillante pendant un instant. » Mademoiselle Marple inclina la tête, comme pour confirmer un soupçon mineur mais troublant. « Merci, ma chère. » Pendant que l'inspecteur s'affairait à prendre des dispositions, Mademoiselle Marple se glissa dans le couloir. La pluie s'était transformée en une fine bruine et une légère odeur d'orchidée flottait même ici, étrangement écœurante. Sur la table du hall se trouvait une seule enveloppe adressée à Madame E. Linton. Elle était scellée, mais le coin du papier portait une légère tache verte, de la même teinte que les perles qu'elle avait trouvées. Elle la retourna. Pas de timbre, remise en main propre. Des pas retentirent derrière elle. La voix d'Edmund, fatiguée mais teintée d'irritation. « Vous ne trouverez rien dans notre correspondance, mademoiselle Marple. »« Oh, mais on trouve toujours quelque chose, » dit-elle doucement. « Même dans ce qui a été caché trop précipitamment. » Il lui prit l'enveloppe des mains et la reposa sur la table avec une précision méticuleuse. « C'est privé. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. La vie privée n'est que la forme que prend la vérité lorsqu'elle a encore honte d'elle-même. L'inspecteur l'appela depuis la cuisine. « Mademoiselle Marple, pourriez-vous venir ici un instant ?» Elle se retourna, suivant sa voix. Dans l'embrasure de la porte, il tenait quelque chose de mouillé et brillant. Une paire de cisailles de jardin, fraîchement rincées, bien que l'eau du lavabo coulait encore rose. « Je les ai trouvées derrière la boîte à bois. Un endroit étrange pour les ranger, vous ne trouvez pas ?» Mademoiselle Marple regarda les cisailles, puis Madame Linton, qui était apparue dans le hall derrière son mari. Le visage de la femme était indéchiffrable, mais ses mains serraient son châle si fort que ses jointures blanchissaient. « C'est curieux, » dit doucement Mademoiselle Marple, « comme les gens rangent des choses qu'ils devraient laisser telles quelles. On oublie que la propreté aussi peut être un déguisement. » La pluie recommença à tomber, plus fort cette fois, tapant avec insistance sur les vitres de la serre au-delà. Le bruit remplissait le silence qui suivait, comme si le village lui-même écoutait, attendant que la prochaine petite trahison fasse surface. Le crépitement de la pluie devint le seul bruit, tandis que tous les regards se tournaient vers les cisailles étincelantes. L'inspecteur Crail les posa sur un chiffon plié, le visage impassible. « Elles ont été rincées, » dit-il. « Récemment. Et l'eau était encore teintée. » La voix de Madame Linton rompit le silence, fragile mais ferme.
Vous ne pouvez pas croire que ce sont des cisailles de jardinage, inspecteur. La couleur pourrait provenir de la taille. Les orchidées exsudent de la sève. Vous pouvez demander à n'importe quel botaniste. Edmund eut un petit rire amer. Ou à n'importe quelle femme ayant une conscience. Le regard de mademoiselle Marple passa de l'un à l'autre, son expression aussi calme qu'un étang. La sève tache, oui, dit-elle doucement, mais elle s'estompe en quelques minutes. Celle-ci semble plus fraîche. Crail se retourna. Avez-vous remarqué la même chose? Oh, seulement que la nature imite rarement la culpabilité avec autant de précision, répondit Miss Marple. Elle manque d'imagination. L'inspecteur se redressa. Je vais les envoyer au laboratoire, même si je doute qu'il reste grand-chose à analyser. Madame Linton s'effondra dans un fauteuil. Vous pensez qu'il s'agit d'un meurtre, n'est-ce pas? Quelqu'un a transformé notre malheur en mélodrame. Madame, dit Crail sans méchanceté, les gens font des choses étranges quand ils pensent que personne ne les remarquera. Edmund se dirigea vers la fenêtre, les épaules crispées sous sa robe de chambre. Peut-être aimeriez-vous m'interroger à nouveau, inspecteur. Il semble que ce soit la raison de votre présence ici. Miss Marple intervint doucement. Il serait peut-être plus utile, monsieur Linton, d'interroger les orchidées. Les plantes ont une façon étrange de dire la vérité. Elles prospèrent ou meurent, en fonction de ce qui les entoure. Il se retourna, exaspéré. Vous parlez par parabole, mademoiselle Marple. Oui, dit-elle doucement, mais toutes les paraboles ne sont pas fictives. Crail rangea les cisailles dans un sac en papier brun destiné aux pièces à conviction. Je vais les emporter. Mieux vaut préserver la paix ce soir. Alors qu'il s'éloignait. Le silence s'installa à nouveau, lourd et pesant. Le seul mouvement venait des doigts de madame Linton qui tordèrent la frange de son châle, un petit geste incessant qui trahissait une nervosité que la bienséance ne pouvait étouffer. Mademoiselle Marple l'observa longuement. « Pardonnez-moi, dit-elle enfin, mais il y avait une lettre qui vous était adressée sur la table du hall, sans timbre, remise en main propre. Recevez-vous souvent ce genre de courrier? » Les yeux de madame Linton s'écarquillèrent, puis se refroidirent. « Une note d'un ami de la paroisse, je crois. Vous avez vu commencer Jean colporte des ragots. » « En effet, dit doucement mademoiselle Marple. Mais les ragots ont leur vertu. Ils apprennent à écouter ce qui n'est pas dit. Edmund poussa un soupir aigu. « Pour l'amour du ciel, Jane, nous avons été suffisamment disséqués pour aujourd'hui. Si vous voulez bien nous excuser, mademoiselle Marple. » Mais elle ne se leva pas immédiatement. Son regard s'était posé sur le vase, posé sur le buffet. Un arrangement soigné de roses, immaculé à l'exception d'une fleur abîmée dont le bord noircissait. « Si joli, murmura-t-elle, et pourtant, on se demande toujours quel pétale est tombé en premier. » Le sang-froid de madame Linton se brisa. « Que voulez-vous dire? »« Seulement, répondit mademoiselle Marple en se levant, que le déclin ne commence jamais par la chute, mais par la négligence. » La remarque resta dans l'air après son départ, flottant comme le parfum léger qui la suivait sous la pluie. Les lampadaires du village s'allumaient un à un, projetant un fragile rythme doré sur les ruelles brumeuses. Au presbytère, la voix de mademoiselle Clement s'échappait par une fenêtre ouverte, lisant à haute voix un passage tragique d'un roman. La vie, pensa mademoiselle Marple, imitait si souvent la fiction, mais avec une ponctuation plus pauvre. De retour à son cottage, elle trouva l'inspecteur Crail, qui l'attendait sous son porche, la pluie ruisselant du bord de son chapeau. « Pardonnez mon intrusion, mademoiselle Marple, » dit-il. « Vous sembliez être la seule personne susceptible d'être encore éveillée. »« Je le suis souvent, » répondit-elle en ouvrant la porte. « L'âge est un compagnon fidèle de la curiosité. Entrez, je vous en prie. » Il accepta son invitation, essuyant la pluie de ses bottes. Le petit salon était éclairé par la lumière d'une lampe.
son ordre défiant tranquillement le chaos. « J'ai fait envoyer ces cisailles, dit-il, mais quelque chose me dit qu'il ne s'agit pas seulement d'un acte de vandalisme poussé à l'extrême. » Mademoiselle Marple versa le thé. « C'est rarement le cas, inspecteur. La vie ne bascule pas dans la violence sans raison, et les raisons ont tendance à se développer comme des racines, dans des endroits que nous avons choisi de ne pas regarder. » Il prit la tasse qu'elle lui tendait. « Vous avez vos propres soupçons, n'est-ce pas ? » ?»« J'ai des observations, » corrigea-t-elle, ce qui est tout à fait différent. Les soupçons sont impatients. Ils se gâtent trop facilement. Il sourit faiblement. « Vous pensez que l'un d'eux ment ? » « Oh, mon cher inspecteur, » dit-elle en s'installant dans son fauteuil. « Ils mentent tous. La question est simplement, quel mensonge a été dit en premier ?» L'horloge sur la cheminée sonna doucement, son bruit étouffé par la pluie. Crail se pencha en avant. « Vous me cachez quelque chose. » Miss Marple croisa son regard avec un doux reproche. « Seulement la vérité, inspecteur. Elle est plutôt fragile pour l'instant. Je détesterais l'exposer avant qu'elle ne soit assez solide pour résister. » Dehors, une calèche passa, le bruit rare des roues dans la nuit humide. Crail fronça les sourcils. Une heure étrange pour recevoir des visiteurs. Mademoiselle Marple se leva et se dirigea vers la fenêtre. À travers la vitre embuée, elle distinguait à peine la silhouette sombre d'un taxi s'arrêtant près de The Laurels. Une personne en descendit, grande, le parapluie baissé, marchant d'un pas déterminé. Elle se tourna légèrement, la voix douce mais assurée. « Ah !» dit-elle. « Le passé est arrivé. » L'inspecteur Crail se pencha vers la fenêtre, essayant de percer le verre embué. « Une calèche ?» demanda-t-il, d'un ton inquiet. « Personne n'attend de visiteurs à cette heure-ci. » Les yeux de mademoiselle Marple restèrent fixés sur la ruelle au loin. « On s'annonce rarement quand on revient pour régler une affaire inachevée, » dit-elle doucement. Le bruit lointain d'une porte qui se refermait leur parvint à travers la pluie, suivi de l'écho de pas précipités sur le gravier. « Ce doit être à The Laurels. » Crail posa sa tasse, tout son sang-froid disparut. « Alors nous ferions mieux d'y aller. Vous venez, je suppose. » « Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, » répondit mademoiselle Marple en attrapant son châle. « J'ai toujours trouvé que la vérité aime la compagnie lorsqu'elle se révèle, même si elle choisit rarement un moment opportun pour le faire. » Le court trajet jusqu'à The Laurels fut humide et silencieux. La ruelle scintillait sous les lanternes et la brume s'enroulait comme un souffle. Devant eux, une lumière brûlait dans le hall des Linton, instable et jaune. Une ombre la traversa brièvement, grande et délibérée. Crail accéléra le pas. Si c'est notre visiteur, il ne perd pas de temps. Il frappa fort à la porte. Elle s'ouvrit pour révéler Edmund Linton lui-même, à moitié habillé et visiblement secoué. « Inspecteur ?»« Dieu merci. » Jamais Crail le repoussa. « Qui était-ce, Linton ? Nous avons vu une voiture s'arrêter dehors. » La confusion de l'homme semblait sincère. « Une voiture ? Personne n'est venu ici. Ma femme est à l'étage. Elle est malade depuis votre départ. » Miss Marple balaya le hall du regard. Les lampes brillaient trop fort et l'air avait la légère odeur âcre des allumettes récemment éteintes. « Vous avez eu de la visite, » dit-elle doucement. « On le devine toujours à l'odeur de précipitation. » Linton se raidit. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire. » Avant qu'il n'ait pu en dire plus, un bruit se fit entendre au-dessus d'eux. Une porte qui s'ouvrait en grinçant, puis des pas qui descendaient l'escalier. Madame Linton apparut, pâle mais entièrement habillée, une bougie tremblant légèrement dans sa main. « Qu'y a-t-il encore ?» demanda-t-elle d'une voix fine et aiguë. « Nous avons eu assez de perturbations pour une nuit. » Crail parla avec une patience mesurée. « On nous a dit que quelqu'un était arrivé en taxi il y a moins de 10 minutes. »« Vous avez été mal informé, » répondit-elle. Mais son regard se porta vers le salon avant qu'elle ne se reprenne.
Le ton de mademoiselle Marple était calme. « Peut-être, inspecteur, devrions-nous simplement aller voir. » Ils entrèrent dans le salon. Un feu brûlait dans la cheminée, sa lueur illuminant le service à thé en argent posé sur la table 2 tasses, dont l'une fumait encore légèrement. Sur le tapis, quelques gouttes d'eau marquèrent le chemin depuis la porte. Creel s'accroupit à côté d'eux. « Quelqu'un est venu ici, dit-il. Où est-il ? » Madame Linton perdit son sang-froid. « Vous n'avez pas le droit, » Linton se tourna vers elle. « Tu caches quelque chose, Margaret. Je le vois maintenant. » Qui était-ce ? Elle porta la main à sa gorge. « Personne. Tu imagines des choses. » Mademoiselle Marple s'avança avec le calme tranquille d'une infirmière dans une chambre de malade. « Je me demande, Madame Linton, si imagination est le mot juste. Vous voyez, ce n'est pas l'esprit qui nous trahit en premier, ce sont les mains. » La femme baissa les yeux. Ses doigts, qui serraient toujours le chandelier, étaient marqués de taches vertes, légères mais indéniables. Pendant un instant, elle retint son souffle. Puis elle posa délicatement la bougie sur la cheminée. « Vous vous croyez si malin, » dit-elle doucement. « Vous tous. Mais vous n'avez aucune idée de ce avec quoi vous jouez. » Creel s'avança. « Qui était là ?» Elle sourit faiblement. Un sourire ironique et ironique. Une vieille connaissance que mon mari préférerait oublier. Les yeux de mademoiselle Marple se posèrent sur elle, bienveillants mais impitoyables. Le passé, donc. Il est toujours plus agréable sous la pluie. La voix de madame Linton tremblait. Il voulait de l'argent, c'est tout. Il a dit qu'il raconterait tout, à moins qu'elle n'arrête, se reprenant. À moins que je ne persuade Edmond d'écrire à Cambridge, pour régler une affaire en suspens. Creel fronça les sourcils. Cambridge, ce serait peut-être le docteur Anselme. Son silence le confirma. La voix d'Edmond monta d'un ton incrédule. « Vous avez repris contact avec cet homme ?» Elle se tourna vers lui. « C'est lui qui m'a écrit en premier. Je ne lui ai répondu que ce soir. » Le ton de Creel se fit plus vif. « Et où se trouve cette connaissance à présent ?» Madame Linton jeta un coup d'œil vers les portes-fenêtres. « Il est parti. Il est sorti par le jardin. » Mademoiselle Marple s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement le rideau. La pluie s'était calmée et le jardin scintillait comme du verre noir. « Pas loin, » dit-elle doucement. Des pas se dirigèrent vers la serre. Creel sortit immédiatement, revolver à la main, suivi de près par Linton. Madame Linton s'effondra dans un fauteuil, les yeux fixés sur le feu qui s'éteignait. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-elle. Cela devait se terminer tranquillement. Miss Marple la regarda avec une douce gravité. « Les choses qui commencent par la tromperie finissent rarement ainsi, ma chère. » Un cri retentit dans le jardin. C'était la voix de Creel, aiguë et autoritaire. Madame Linton sursauta. Mademoiselle Marple se dirigea vers la porte, s'arrêtant juste le temps de remarquer quelque chose qui brillait sous la table. Un bouton de manchette cassé, en forme de feuille, dont l'émail vert était ébréché sur le bord. Dehors, la lumière d'une lanterne éclairait les vitres de la serre. Creel se tenait debout, silhouette tendue, à l'entrée. « Il est parti !» cria-t-il. « Il a disparu dans les ruelles. » Mademoiselle Marple le rejoignit silencieusement, brandissant le bouton de manchette. « Non, » dit-elle. « Il a laissé une partie de lui-même derrière lui. » Son ton était calme, mais dans le reflet du verre de la serre, l'inspecteur vit son expression changer. Ce n'était pas du triomphe, mais quelque chose de plus froid, une prise de conscience. La lueur du bouton de manchette cassé capta la lumière de la lampe, tandis que mademoiselle Marple le tournait entre ses doigts, l'émail brillant comme une feuille meurtrie par l'humidité. L'inspecteur Creel se tenait à proximité, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. « Une pièce de gentleman, » dit-il enfin. « Pas locale ? De fabrication cambridgienne, peut-être ? Peut-être.
murmura mademoiselle Marple en le glissant dans un pli de son mouchoir. Mais ce n'est pas l'endroit où il a été perdu qui m'intéresse. Inspecteur, c'est quand? Crail fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Quand quelque chose se brise, dit-elle doucement, cela vous indique généralement qui essayait de le retenir. À l'intérieur du Laurels, le hall sentait encore les bougies éteintes et l'air humide. Edmond Linton faisait les 100 pas devant la cheminée lorsqu'ils revinrent, l'air sombre et incertain. Madame Linton n'avait pas bougé de sa chaise, son châle étroitement serré autour d'elle. Le silence entre eux était aussi épais que de la laine. « Alors ?» demanda Linton. « L'avez-vous attrapé ?» Crail secoua la tête. Aucune trace. Mais il a laissé tomber ça. Il fit un signe de tête en direction de mademoiselle Marple, qui tenait le bouton de manchette dans sa paume. Pendant un bref instant, le visage d'Edmond exprima la surprise, puis le calcul. « Ce n'est pas le mien, » dit-il trop rapidement. « Je n'ai jamais porté ce modèle. » Le regard de madame Linton se posa sur l'objet, puis s'en détourna, comme s'il était trop brillant pour être regardé. « Je l'ai déjà vu, » murmura-t-elle. « Il y a des années, à Cambridge. Il appartenait au docteur Anselme. » Crail plissa les yeux. « Donc, votre connaissance de ce soir n'était pas un inconnu. » Ses mains serrèrent plus fort les franges de son châle. « Il est venu me parler du passé pour m'avertir, » dit-il. « À propos d'Edmund, il avait découvert quelque chose de répréhensible dans les dossiers de recherche, quelque chose qui pouvait ruiner sa réputation. » La voix de Linton s'éleva. « C'est un mensonge. » Le ton de mademoiselle Marple était calme, presque aimable. « C'est possible, monsieur Linton. Pourtant, il est remarquable de constater à quel point les mensonges et les vérités sont souvent jumeaux, l'un naissant toujours pour défendre l'autre. » Crail croisa les bras. « Si Anselme est venu ici ce soir, il se cache maintenant. Mais qu'espérait-il gagner? De l'argent ou le silence ?» Madame Linton hésita. Il voulait les deux. Il a dit qu'il avait des preuves, des lettres qu'Edmond avait envoyées sous un autre nom, revendiquant les découvertes de son collègue comme les siennes. Je ne l'ai pas cru, bien sûr, mais il semblait désespéré. Edmund s'approcha, la voix basse mais féroce. « Il nous fait chanter, Margaret. Tu ne comprends pas? Cet homme s'est ruiné et veut m'entraîner dans sa chute. » Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. « Le chantage est une activité peu rentable, monsieur Linton, à moins d'utiliser la bonne monnaie. Parfois, ce n'est pas de l'argent qui est exigé, mais de la loyauté. » Crail intervint vivement. « Quoi qu'il en soit, il faut le retrouver. S'il est à pied, il ne peut pas être loin. » Il se tourna vers la porte. « Je vais l'envoyer à un agent de police. » Mademoiselle Marple, cependant, resta près de la fenêtre. Son regard suivit le chemin sombre au-delà de la serre. « Vous devriez chercher près de l'étang, » dit-elle doucement. « Les gens en fuite ont tendance à se tourner vers l'eau. Elle leur offre un reflet, même si ce n'est pas celui qu'ils recherchent en un. » L'inspecteur hésita, puis acquiesça et sortit. Le silence retomba, rompu seulement par le faible sifflement du feu. Madame Linton le fixait, comme si elle espérait que ses propres pensées s'envolent. « Vous me trouvez méchante, mademoiselle Marple, » dit-elle enfin. « Mais je ne l'ai pas appelé ici, c'est lui qui m'a trouvée. Et quand il a parlé, j'ai réalisé à quel point tout cela était fragile. La maison, la respectabilité, les orchidées, une vie cultivée dans du verre. »« Le verre est transparent, ma chère, » dit mademoiselle Marple, « mais il ne pardonne pas. Il montre chaque tache, chaque fissure, et pourtant nous insistons pour dire qu'il est parfait. » La femme se retourna brusquement, les yeux brillants. « Vous ne comprenez pas ce que c'est que de vivre aux côtés de quelqu'un qui vous juge par son silence. » Le ton de mademoiselle Marple était doux, mais son regard était grave. « Ah, je comprends parfaitement. C'est ce qui est à l'origine de la plupart des tragédies dans les petits villages, ceux où règne le calme, où les gens prétendent
que le silence est synonyme de paix. À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. L'inspecteur Crail réapparut, la pluie scintillant sur son manteau. « Nous l'avons trouvé », dit-il sèchement. « Près de l'étang, comme vous l'aviez deviné. » Madame Linton se leva à demi. « Il est vivant ?»« À peine. Il a été frappé à la tête. » Nous avons appelé le médecin. Edmund porta la main à sa bouche. « Mon Dieu, qui aurait ?» Le regard de Crail passa de l'un à l'autre. « À vous de me le dire, monsieur. Nous aurons besoin de vos 2 dépositions. » Miss Marple ferma brièvement les yeux, comme pour offrir une prière silencieuse à l'ordre fragile du village. « La violence, dit-elle doucement, ne vient jamais seule. Elle s'accompagne de peur, de culpabilité et parfois de vérité. » Crail fit signe aux policiers qui se trouvaient dehors. « Nous les interrogerons séparément. » Il se retourna. « Mademoiselle Marple, j'apprécierai votre aide à nouveau demain. » Elle acquiesça. « Bien sûr, inspecteur, mais d'ici demain, je soupçonne que l'histoire aura déjà été réécrite. Les villages sont très doués pour cela. » Alors qu'elle retournait sous la pluie, elle vit la faible lumière de la serre clignoter une fois de plus, une seule lampe restant allumée, tremblant derrière la vitre embuée. Elle ne brillait pas de chaleur, mais d'avertissement, comme si les orchidées elles-mêmes avaient décidé de monter la garde. Mademoiselle Marple resserra son châle. La vérité, pensa-t-elle, s'agitait enfin, mais comme tous les êtres vivants élevés dans l'obscurité, elle chercherait la lumière pour finalement découvrir qu'elle brûle. La lueur de la lampe de la serre s'estompa lentement alors que l'aube commençait à éclairer le ciel, une fine lumière argentée se répandant sur les pelouses de St. Mary Mead. Mademoiselle Marple, toujours enveloppée dans son châle, se tenait à sa porte, observant les policiers aller et venir près de l'étang. Le silence de la nuit ne s'était pas dissipé. Il s'était simplement réorganisé, le genre de silence qui suit une confession qui n'a pas encore été prononcée. L'inspecteur Crail s'approcha, les bottes lourdes de boue. « Il est vivant, » dit-il, à peine conscient. Le médecin dit qu'il pourrait reprendre connaissance dans l'après-midi. Mademoiselle Marple acquiesça, le visage impassible. « Alors peut-être, inspecteur, saurons-nous enfin qui a brisé la vitre et qui s'est contenté de la regarder se briser ?» Il fronça les sourcils. « Vous pensez qu'il s'agit de 2 personnes différentes ? Je pense rarement que la culpabilité soit aussi claire qu'elle n'appartienne qu'à une seule personne, » dit-elle. Elle a tendance à partager son thé avec la compagnie. Crail esquissa un sourire fatigué. « Vous allez faire passer mon rapport pour une écriture sacrée, mademoiselle Marple. » Elle inclina la tête. « Eh bien, la Bible avait une bonne compréhension du comportement humain, inspecteur, en particulier en ce qui concerne l'envie et l'orgueil. » Ils marchèrent ensemble vers The Laurels. La maison, baignée dans la faible lumière, du matin, semblait plus petite maintenant, sa perfection ternie. Un agent se tenait près de la porte arrière et un autre transportait un petit paquet enveloppé dans du papier. Crail le désigna d'un geste. Le médecin a trouvé cela dans la poche du manteau de l'homme, les lettres manquantes, semble-t-il, adressées à Madame Linton, pas à son mari. Mademoiselle Marple fronça les sourcils. Ah, le cœur écrit ce que la conscience ne peut signer. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le désinfectant et la lavande. Edmund Linton était assis à table, mal rasé, les mains crispées devant lui. Madame Linton se tenait près de la fenêtre, pâle mais calme, le regard fixé sur l'étang, au loin. Aucun des 2 ne parla jusqu'à ce que Crail rompe le silence. « Le docteur Anselme est vivant. Nous avons trouvé des lettres qu'il vous avait adressées. Madame Linton. » Elle jeta un coup d'œil à son mari, puis se tourna vers l'inspecteur. « Des lettres d'amitié, c'est tout. Il se sentait seul. J'avais pitié de lui. » Le chantage est une forme d'amitié curieuse,
dit Crell. Surtout quand il se termine par un coup sur la tête. Mademoiselle Marple prit la parole avant que l'homme n'ait pu répondre. La pitié et la fierté font des compagnons si difficiles à vivre. Ils passent rarement la nuit sans que l'un ne réveille l'autre. Edmund se leva brusquement. « Vous l'accusez donc ?»« Pas du tout, » répondit doucement mademoiselle Marple. « Je constate simplement que vous semblez tous deux terriblement effrayés par ce qu'il aurait pu dire. » Il se tourna vers elle. « Vous ne comprenez pas, j'ai bâti ma carrière sur ces orchidées. Chaque spécimen, chaque article. Et Anselme n'était qu'un théoricien raté. Il m'avait déjà accusé, il y a des années, d'avoir volé son travail. » La voix de Madame Linton coupa la sienne. « Et l'avez-vous fait ?» Son mari tressaillit comme s'il avait été frappé. « Je l'ai amélioré, c'est tout. » Creel referma son carnet d'un coup sec. « Vous l'avez suffisamment amélioré pour qu'il veuille être payé pour son silence ?»« Du chantage, » dit Edmund avec amertume. « Il a menacé de me dénoncer. » Miss Marple s'approcha, la voix presque tendre. « Et vous pensiez que le silence pourrait être rétabli en éliminant l'homme qui l'avait rompu ?» Il releva brusquement la tête. « Je ne l'ai pas touché. » Madame Linton eut un sanglot étouffé. « Vous auriez tout aussi bien pu le faire. Vous vous souciez plus de vos orchidées que de tout être vivant. » Mademoiselle Marple la regarda d'un air sévère. « Ce n'est pas tout à fait vrai, ma chère. Je crois qu'il se souciait profondément de l'apparence des choses, ce qui n'est pas la même chose que l'amour, même si on peut facilement le confondre avec. » Le regard de l'inspecteur passa de l'une à l'autre. « Si aucun de vous ne l'a frappé, qui l'a fait? Il n'est pas tombé tout seul. » Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. Peut-être que la main n'était pas guidée par la haine, mais par la panique. Une tentative désespérée pour éviter d'être démasquée ou pour protéger quelqu'un d'autre. La femme de chambre, Annie, apparut timidement à la porte, tordant son tablier. « Excusez-moi, monsieur, ils ont apporté quelque chose de laitant. J'ai pensé que vous devriez voir. » Creel la suivit dehors, mademoiselle Marple juste derrière. Sur l'herbe gisait un petit sac rempli d'eau. À l'intérieur, enveloppé dans une toile cirée, se trouvait un cahier dont les pages étaient floues mais lisibles. Mademoiselle Marple en tourna une délicatement. Un croquis d'orchidée, annoté de 2 mains. L'une audacieuse, l'autre soignée et féminine. « Curieux », murmura-t-elle. « Une collaboration déguisée en trahison. » Creel fronça les sourcils. « Vous voulez dire que Madame Linton l'aidait dans ses recherches ? » « Pas celle d'Anselme, » dit-elle doucement. « Celle de son mari. Elle connaissait ses secrets mieux que n'importe quel assistant et l'aidait probablement à les dissimuler. Jusqu'à présent. Un agent appela depuis le portail. « Le docteur est là, le type est réveillé. » Creel se redressa. « Bien, nous verrons ce qu'il a à raconter. » Miss Marple resta où elle était, les yeux fixés sur les pages floues. « Ce ne sera pas une histoire, inspecteur. Simplement une autre version de la même vérité, racontée du côté de la blessure plutôt que du couteau. » À l'intérieur, la maison semblait retenir son souffle. Edmund et sa femme étaient assis à distance l'un de l'autre, comme des étrangers attendant leur jugement. La pluie avait cessé, mais des gouttes glissaient encore le long de la fenêtre, traçant des lignes invisibles qui captaient la lumière du matin. « Étrange, » dit doucement mademoiselle Marple, comme l'eau trouve toujours son chemin à travers les plus petites fissures. C'est un peu comme une vérité patiente, persistante et totalement dépourvue de manière. Des bruits de pas précipités se firent entendre dans le couloir. Creel entra, le visage impassible. Il parle, mais il ne tiendra pas longtemps. Il dit qu'il est venu la voir, qu'elle l'avait appelé. Toutes les têtes se tournèrent vers Madame Linton. Pendant un instant, elle ne dit rien, se contentant de fixer la pluie dehors, comme si elle essayait de compter chaque goutte. Puis sa voix, basse et calme, répondit « Oui, je lui ai envoyé. »
Edmund poussa un cri entre l'incrédulité et le désespoir. L'expression de mademoiselle Marple resta inchangée. Elle se contenta de joindre les mains et dit « Alors peut-être, ma chère, devriez-vous commencer par là, où la vérité a commencé à disparaître. » Et le silence qui suivit était aussi fragile que du verre, attendant la prochaine fissure. Le silence s'étendait dans le hall, comme un rideau tiré, chaque tic-tac de l'horloge grand-père résonnant de la tension entre la vérité et l'attente. Madame Linton restait immobile, les mains jointes sur ses genoux, les yeux fixés sur la fenêtre où la lumière du soleil traversait la pelouse humide. Edmund Linton, raide sur sa chaise, était l'image même de l'agitation contenue, ses doigts tambourinant légèrement sur l'accoudoir. Miss Marple, observant à distance respectueuse, laissa le poids du silence s'installer, comme de la poussière qui refuse d'être remuée. Depuis l'embrasure de la porte, la présence de l'inspecteur Crail suggérait l'autorité, mais n'apportait guère de réconfort. « Commençons », dit-il d'une voix ferme, mais prudente. « Il est réveillé maintenant, et peut parler pour lui-même. » La porte du salon s'ouvrit, et le médecin entra discrètement, suivi d'un agent de police qui soutenait le docteur Frederick Anselm, pâle et prudent, son manteau humide à cause de la brume matinale. Les yeux de l'homme passaient nerveusement de Madame Linton à Edmund, cherchant un point d'ancrage dans la tempête de soupçons. Le regard de Mademoiselle Marple s'adoucit, tandis qu'elle l'évaluait. « Vous semblez avoir fait un long voyage, » dit-elle doucement. « Et pourtant, vous êtes revenu avec des mots à partager. » Anselm acquiesça faiblement, s'installant dans le fauteuil que Crail lui avait offert. « Je suis venu, » commença-t-il lentement, « parce que je le devais. Il y avait des lettres contenant des malentendus qui pouvaient ruiner la réputation d'un homme, et je voulais être clair. Rien n'avait jamais été fait dans l'intention de nuire. »« Alors vous admettez être arrivé ce soir ?» demanda Crail d'un ton sec. « Oui, » répondit Anselm. « J'ai vu la lumière de la serre et je suis entré dans l'espoir de parler en privé à Madame Linton. Je n'avais aucune intention de commettre un acte violent. J'ai glissé, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé près de l'étang. C'est tout. » Le visage d'Edmund exprimait à la fois l'incrédulité et l'indignation. « C'est tout ? Vous lui avez envoyé des lettres menaçantes pendant des semaines, lui disant que j'avais volé votre travail. Uniquement pour que la vérité soit révélée, » dit doucement Anselm. « Je n'ai jamais cru qu'elle ferait du mal à qui que ce soit. » Les yeux de Mademoiselle Marple se posèrent sur Madame Linton. « Et vous, ma chère, vous avez dû servir de médiatrice entre la fierté et la conscience. » Madame Linton prit une profonde inspiration, la voix tremblante mais claire. « Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne si tard. Je craignais la réaction de mon mari. Je pensais que si les lettres restaient confidentielles, tout pourrait s'arranger. » Elle jeta un coup d'œil à Edmund, son expression oscillant entre la honte et la force. « Je ne l'ai pas poussé, ni blessé. Je me suis contenté d'ouvrir la porte. » Edmund poussa un soupir de soulagement et de suspicion à la fois. « Alors pourquoi, 2 nuits de suite, la serre a-t-elle été perturbée et la cuisine saccagée ?» Miss Marple s'approcha, les doigts effleurant légèrement le bord de la table. « Parce que, Monsieur Linton, la peur a tendance à agir avant la réflexion. La première intrusion était probablement le fait d'une personne anxieuse, voire maladroite. La seconde, plus délibérée, était l'œuvre de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui souhaitait protéger une version de la vérité qui lui convenait. » Le regard de Crail se détourna. « Vous voulez dire un domestique ?»« Pas un domestique, » dit calmement Mademoiselle Marple, « mais un participant au théâtre domestique. Quelqu'un qui comprenait d'où venait la tension. Remarquez, inspecteur, la séquence. La lampe de la serre, les tiroirs éparpillés, les perles vertes et le bouton de manchette. Tous les indices ne pointent pas vers une vengeance, mais vers une intervention. » Anselm leva brusquement les yeux. «
Vous l'accusez » Il désigna Madame Linton. Mademoiselle Marple secoua la tête. « Non, je me contente d'observer des schémas. La dame a agi pour contenir, pas pour détruire. La main qui a rincé les cisailles et laissé la fenêtre ouverte n'était ni la sienne, ni celle de l'homme. C'était quelqu'un d'autre qui connaissait les enjeux de la révélation, quelqu'un d'assez proche pour anticiper la panique. » La voix d'Edmund s'éleva à nouveau, chaque mot empreint de tension. Alors qui d'autre cela pourrait-il être? Qui a les connaissances nécessaires pour orchestrer tout cela? Mademoiselle Marple marqua une pause mesurée avant de répondre. Quelqu'un qui accorde de l'importance aux apparences, mais qui est prêt à tout pour les préserver. Quelqu'un dont la respectabilité repose sur l'impression de contrôle et qui trouve la vérité gênante. Son regard croisa celui de Madame Linton, non pas avec accusation, mais avec une douce perspicacité. La tension régnait dans la pièce. Même Anselme, qui venait de reprendre conscience, se pencha en avant avec curiosité et appréhension. Le regard de Mademoiselle Marple se posa sur le sol, remarquant une petite tache de peinture verte près du seuil, subtile mais révélatrice. Les petits détails, Monsieur Linton, dit-elle doucement, en disent souvent bien plus long que les grands gestes. Une tache de feuille, un vase brisé, ce sont là les empreintes d'une intention. Crail griffonna furieusement dans son carnet. « Vous pensez que l'intrus est toujours dans la maison ?»« Peut-être, » répondit Mademoiselle Marple. « Ou peut-être est-il parti, convaincu que la peur gardera mieux son secret, que sa présence ne pourrait jamais le faire. » La main de Madame Linton tremblait lorsqu'elle prit sa tasse de thé. « Je comprends maintenant. Les lettres, les intrusions, les perles, tout est lié. Et pourtant, rien de tout cela n'était aussi simple que je le craignais. »« Non, en effet, dit Mademoiselle Marple, la simplicité est rare en matière d'orgueil et de secret. Et ceux qui croient aux apparences sont souvent les premiers à être trompés. Dehors, le premier vrai soleil du matin perça la brume, frappant la pelouse humide et se reflétant sur le verre de la serre. Mademoiselle Marple se leva, croisant les mains. « Le temps, murmura-t-elle, révèle les plus petites vérités aussi sûrement qu'il adoucit les cœurs les plus durs. » Un faible bruit provenait du jardin, une bagarre, une retraite précipitée, puis le silence. Tout le monde, dans la pièce, se tendit, à l'écoute. Les yeux de Mademoiselle Marple se plissèrent légèrement. Ses lèvres esquissèrent un petit sourire presque imperceptible. Elle avait eu raison, le schéma, bien que caché, se dessinait. Il ne restait plus que le mouvement final, le moment où les apparences s'effaceraient et où la vérité, patiente comme toujours, se révélerait au grand jour. La bagarre à l'extérieur avait cessé, laissant le jardin baigné de soleil qui scintillait sur les flaques d'eau et les feuilles humides des rosiers. Mademoiselle Marple s'avança légèrement vers la porte, son regard balayant la pelouse où le tumulte avait eu lieu. Les traces légères de pas, certaines fraîches, d'autres boueuses à cause de la pluie de la veille, menaient délibérément vers la serre. Elle les suivit d'un pas mesuré, le rythme de sa respiration régulier, son esprit reconstituant une image qui s'était formée discrètement en arrière-plan des ragots et des craintes du village. À l'intérieur, Edmund et Madame Linton attendaient, la tension entre eux palpable, mais tempérée par l'incertitude. L'inspecteur se tenait près de la table du hall, son carnet à la main, mais momentanément silencieux. Mademoiselle Marple prit une profonde inspiration et commença d'une voix calme mais incisive, comme une rivière creusant la roche. La séquence des événements, les orchidées piétinées, les perles vertes, le bouton de manchette, l'enveloppe déchirée, les troubles dans la cuisine et l'apparition du docteur Anselme indiquent tous un schéma guidé moins par la malveillance que par une tentative désespérée de gérer la perception. Les yeux de Madame Linton s'écarquillèrent légèrement. Cela signifiait-il que quelqu'un voulait protéger la réputation plutôt que la détruire?
Exactement, répondit mademoiselle Marple. La main qui avait déplacé les cisailles, qui avait fouillé les tiroirs, n'était pas une main animée par la colère, mais par le calcul. Quelqu'un qui comprenait à quel point les apparences sont fragiles et à quel point la vérité, une fois révélée, peut blesser. Edmund se pencha en avant, frustré mais comprenant. Et cette personne est... Le regard de mademoiselle Marple balaya la pièce, s'attardant un instant sur chaque visage. Puis, doucement, elle dit « C'est la personne qui pouvait anticiper la peur et l'opportunité, qui savait ce que chacun d'entre vous cacherait et ce que vous pourriez révéler si vous étiez surpris. Cette personne est votre voisin, celui qui semble le plus soucieux des convenances, mais qui observe les fissures de plus près que les briques. » Un éclair de reconnaissance passa entre madame Linton et son mari. Edmund déglutit, les lèvres serrées. Krell haussa les sourcils, mais ne dit rien. Mademoiselle Marple poursuivit, sereine mais ferme. Les intrusions ont été orchestrées pour détourner les soupçons, pour faire voir aux témoins ce que l'instigateur voulait qu'ils voient, et pour tester les réactions des personnes impliquées. Le motif était le contrôle de la perception, de la réputation, de la peur et non la vengeance. Dehors, un léger bruissement se fit entendre dans la haie. Les yeux de mademoiselle Marple se posèrent instantanément sur le mouvement subtil parmi les feuilles, l'ombre de quelqu'un qui tentait de disparaître. Elle leva la main. « Là, dit-elle, celui qui croyait pouvoir manipuler les événements sans être vu. » Une silhouette émergea lentement, penaud mais résigné, face à la voisine dont la vigilance et les commérages avaient suscité des spéculations et exacerbé les tensions dans tout le village. « Je pensais aider, » balbutia la personne. « Je ne voulais pas faire de mal, j'essayais juste d'éviter un scandale. » Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit, presque compatissant. En effet, mais quand on traite les gens comme des pions sur un échiquier, on oublie qu'ils ont un cœur, un esprit et des nerfs. Même l'intervention la mieux intentionnée peut causer de la peur et des blessures. Krell s'avança. « Vous devrez rendre compte de vos actes. Heureusement, personne n'a été gravement blessé, même si le docteur Anselm a reçu un coup. » Le voisin baissa la tête, honteux. « Je le comprends maintenant. » Madame Linton se leva de sa chaise, les mains encore légèrement tremblantes. « Je ne savais pas. Je n'aurais jamais imaginé que cela irait aussi loin. » Le sourire de mademoiselle Marple était doux, presque consolateur. « Personne ne le savait, ma chère. C'est dans la nature des secrets et des convenances qu'ils peuvent prendre des proportions dépassant les intentions initiales. Le jardin d'un village, comme n'importe quelle maison, nourrit à la fois la beauté et les ombres. » Edmund, toujours rouge, expira bruyamment. « Je suppose que j'ai été aveugle à ce qui m'entourait, tellement concentré sur les orchidées que j'ai négligé de voir la vie qui m'entourait. » « La perception fleurit souvent trop tard, » dit mademoiselle Marple, « mais elle peut néanmoins fleurir si nous sommes patients. » Krell, satisfait que l'affaire ait été clarifiée, acquiesça. « Je vais rédiger le rapport et en informer le voisin. Les autres peuvent reprendre leurs activités habituelles, en ayant, espérons-le, tiré les leçons de cette expérience. » Mademoiselle Marple se dirigea vers la fenêtre, regardant la serre et les chemins autrefois piétinés. La lumière du soleil se reflétait sur les pétales restants, les faisant scintiller faiblement, rappelant à la fois leur fragilité et leur résilience. « Un village se remet, » murmura-t-elle, « mais chaque acte laisse une trace. La réputation, la peur et la conscience sont étroitement liées. Et même lorsque l'ordre est rétabli, le souvenir des troubles façonne le cœur de ceux qui y ont survécu. » Madame Linton s'approcha doucement, un petit sourire sincère venant rompre la tension. « Merci, mademoiselle Marple, d'avoir vu ce que les autres ne pouvaient pas voir. »« N'y pensez plus, dit-elle doucement.
on ne fait qu'observer. C'est le village lui-même qui enseigne les leçons de patience, d'attention et de courage tranquille pour affronter la vérité. Dehors, les ruelles de St. Mary Mead scintillaient au soleil, la rosée et la pluie se mêlant, reflétant à la fois la beauté et la complexité des petites vies entrelacées par la curiosité, la fierté et l'attention. Mademoiselle Marple resta à la fenêtre, le regard serein, sachant que la journée avait été résolue non pas par la punition, mais par la compréhension, et que le village continuerait ses rituels, avec une conscience plus subtile de l'équilibre délicat entre l'apparence et la réalité. Et dans ce silence, les portes de la serre fermées derrière les roses encore tremblantes, elle s'autorisa un sourire privé et réfléchi, comme si le petit triomphe ne résidait pas dans la révélation, mais dans le rétablissement de l'équilibre moral.